Chapitre 16, les régimes matrimoniaux. Alors là, on attaque un gros morceau, mais je vais essayer de faire au plus clair. Déjà, première chose à savoir avec les régimes matrimoniaux. Comme vous le savez, il y a un régime légal, qui est celui qui s'applique s'il n'y a pas de contrat. Et ensuite, du coup, il y a d'autres régimes qui s'appliquent en présence de contrat. Exemple, le régime de la séparation des biens. On y reviendra. Donc, quand on se marie, soit on fait un contrat, soit on n'en fait pas, et dans ce cas-là, on est dans le régime de la communauté des biens réduite aux acquis. Ça, c'est le choix, soit pas de contrat, soit un contrat. Dans tous les cas, il faut savoir qu'il existe le régime primaire impératif. Le régime primaire impératif n'est pas un régime matrimonial, c'est juste des lois, on va dire, des fondamentaux qui s'appliquent s'il y a un contrat ou pas. Ça s'appelle le régime primaire impératif. Vous allez voir, là on va vraiment se concentrer dessus. Ça s'applique dans tous les cas si vous vous mariez avec ou sans contrat. Donc ce régime primaire impératif, il va venir fixer les bases qui sont immuables, comme par exemple le logement familial. Donc le logement familial, que vous soyez marié avec ou sans contrat, dans tous les cas, il existera un logement familial à partir du moment où vous êtes marié, et ça sera le lieu de résidence permanent des époux. Donc le logement familial, il ne pourra du coup pas être vendu par un seul des deux époux, il faudra évidemment l'accord des deux. Aussi, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'en cas de logement familial qui est loué, si on est dans le cas d'un bail, eh bien, les deux époux deviendront tous les deux titulaires, co-titulaires du bail, même si au début le bail n'a été signé que par un seul des époux. Donc voilà, donc le logement familial, pendant toute la période du mariage, le logement familial est protégé. Le logement familial, ensuite, par rapport aux biens meubles, chaque personne du couple pourra effectuer seule des actes d'administration et de disposition sur les biens meubles du couple. Donc par exemple, faire assurer la voiture ou vendre la voiture, une seule personne du couple pourra la faire. Ensuite, au niveau des comptes bancaires, il n'y a pas besoin du consentement de son conjoint pour ouvrir un compte bancaire. Au niveau de l'exercice de la profession, eh bien, lorsque l'on perçoit des salaires, on peut en disposer tant qu'on veut, comme on veut, tant que les charges du mariage ont bien été payées. Ensuite, la représentation mutuelle. Chaque époux peut représenter un autre époux si jamais celui-ci devient défaillant. Donc, par exemple, si jamais mon mari devient protégé, majeur protégé qui est sous tutelle, et bien moi en tant que conjointe, je peux le représenter. Et je peux passer seule un acte qui normalement aurait besoin des deux conjoints. Ensuite, chose très importante, les époux sont solidaires dans les actes de la vie courante du ménage, de l'éducation des enfants. Un seul des époux peut réaliser des actes qui engagera solidairement l'autre époux. Ça, c'est important. Donc, par exemple, s'il faut payer la scolarité des enfants, eh bien, ce sera aussi bien l'époux numéro 1 et l'époux numéro 2 qui seront tous les deux engagés, même si à la base, c'est que l'époux numéro 1 qui avait payé. Attention, cette solidarité ne marche pas si un des deux époux a pété un câble et qu'il a fait des dépenses excessives. Dans ce cas-là, ce sera que lui qui est engagé parce qu'on est au-dessus du train de vie normal du couple et donc l'autre époux ne va pas être engagé là-dedans. Donc ça, c'est pour protéger les époux et éviter de les embarquer dans des dépenses excessives. Même chose au niveau des impôts, les épouses sont solidaires pour les impôts. Donc il faut qu'ils puissent payer aussi bien l'un que l'autre. En fait, retenez que dans tout ce qui est au niveau des paiements, tant que c'est pour le couple, tant que c'est pour le ménage, les deux sont engagés dedans. Dès qu'on est dans des choses excessives qui n'ont rien à voir avec la vie de ménage, la vie de couple, alors qu'un des deux est engagé. Donc voilà pour le régime primaire impératif. Retenez qu'il y a un logement familial, qu'il y a la liberté du coup des époux pour ouvrir des comptes bancaires, pour exercer une profession et utiliser les salaires comme ils veulent, et pour représenter les autres époux, et qu'il y a une solidarité des époux très forte au niveau des dettes. Donc maintenant revenons aux régimes matrimoniaux. Donc le régime de droit commun, le régime légal lorsqu'il n'y a pas de contrat de signé, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquis.
Donc c'est ce qui s'applique quand il n'y a rien, quand il y a un vide. Et donc ce régime, c'est très simple. Vous voyez dans son nom, il y a écrit communauté. Donc pensez commun. Tous les biens acquis après le mariage tombent dans la communauté. Ils deviennent communs. Pareil, si une entreprise, si un fonds de commerce est créé pendant le mariage, il fait partie de la communauté. Les revenus qui sont gagnés grâce au travail, les salaires, font partie de la communauté. Donc il y a vraiment un esprit de communauté, d'où le nom. Donc il faut bien du coup savoir distinguer les biens communs qui sont acquis une fois que le mariage a été célébré et les biens propres qui sont ceux qui ont été acquis avant le mariage et ou alors ceux qui ont été acquis pendant le mariage mais grâce à une donation ou un legs ou avec un réemploi qui a été notifié au notaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si jamais votre mère vous fait une donation de 50 000 €, eh bien si vous la notifiez au notaire, si vous dites bien au notaire que cet argent provient de ma mère, eh bien l'argent vous restera propre. Et si derrière vous achetez une maison avec cet argent, eh bien cette maison restera propre aussi pour vous. Voilà, on parle de réemploi quand on utilise l'argent d'une donation pour le remettre dans un nouvel achat. Il faut savoir que pour faire des choses avec, comme en disposer, acte de disposition, etc., il faudra l'accord des deux époux. C'est aussi ça, le régime légal, c'est être à deux pour prendre les décisions importantes. Donc par exemple la vente d'une maison, la vente du logement familial par exemple, faire une donation, signer un bail commercial, tout ça, il faudra l'accord des deux époux. Chose à savoir aussi avec ce régime légal, c'est que les dettes seront propres si elles n'ont pas été engagées avec l'accord de l'autre partenaire. Donc c'est-à-dire que s'il y a un des époux qui prend un emprunt mais sans demander le consentement de l'autre, eh bien ce sera le seul qui sera engagé, donc ce sera une dette propre. Mais si jamais c'est un engagement qui a été pris à deux, alors les dettes deviendront communes. Retenez ça en fait, sont dettes communes, les emprunts contractés avec le consentement express de l'autre conjoint. Donc le régime légal, il y a plusieurs avantages à passer par le régime légal. Le fait que ce soit parfaitement gratuit parce qu'il n'y a pas de contrat à faire rédigé. Le fait que en cas de décès, eh bien, la moitié des biens communs reviendra à l'époux restant. Et ce sans droit de succession à payer. Le fait que les salaires qui sont touchés par l'un sont communs, donc on peut profiter des salaires de l'autre sans avoir à travailler. Et le fait que les actes importants eh bien, nécessitent l'accord des deux. Donc il y a quand même un esprit de mariage parce qu'on partage tout et on a besoin des deux pour faire des choses importantes. Ok, donc maintenant si on se marie avec un contrat, on a le choix avec différents types de régimes et on va commencer par le régime de la séparation des biens. Alors le régime de séparation des biens, on va dire que c'est le plus étendu, le plus connu en dehors du coup du régime légal et que ce régime c'est très simple, il n'y a pas de biens communs, on va dire de manière par défaut, il n'y a que des biens propres sauf en cas d'achat vraiment en commun où là ça va être un achat en indivision. D'accord ? Donc, régime de la séparation des biens, on sépare que des biens propres, chacun sa et il n'y a pas de masse commune, il n'y a rien qui tombe dans une communauté, chacun garde ce qu'il achète tout au long du mariage. Donc, il y a seulement des choses qui peuvent être communes s'il y a un choix d'achat en indivision. Exemple, ils veulent acheter un appartement à deux, alors l'appartement deviendra commun parce qu'ils ont tous les deux payé, évidemment, c'est pas plus à l'un ou plus à l'autre. Donc voilà, à part dans ces cas-là, tout reste propre. Petit rappel, on n'oublie pas le régime primaire impératif qui dit que les dettes qui sont relatifs au ménage sont communes. Tout ce qui est pour les enfants, pour s'occuper du ménage, etc. Tout ça, ça reste commune. Donc attention, bien que dans le régime de la séparation des biens, toutes les dettes sont propres, sauf celles, évidemment, qui sont importantes et qui sont nécessaires à la vie du couple. On n'oublie pas. Donc le principal avantage de ce régime, c'est que pour les personnes qui exercent des professions à risque, exemple des commerçants, eh bien la communauté n'est pas mise en danger. Parce que vous vous rappelez, tout à l'heure quand j'ai parlé du régime légal,
j'ai dit que les biens qui tombaient dans la communauté, c'était aussi des entreprises qui étaient créées au cours du mariage. Donc ça voulait dire que la communauté pouvait, les biens communs pouvaient être saisis en cas de problème avec l'entreprise. Et bien là, au moins dans la séparation des biens, si jamais il y a un problème avec l'entreprise, et bien chacun gère son truc. Donc en fait, c'est la personne qui a l'entreprise, qui reste propre pour elle, l'entreprise. Donc ce sera le seul qui sera engagé dans des saisies, si jamais il y a des saisies. Donc ça protège mieux le couple en cas d'activité à risque. En revanche, là, il n'y a pas de partage des salaires. Si jamais il y a un des deux qui ne travaille pas, il ne pourra pas profiter du salaire de l'autre. Là, du coup, c'est propre toujours, hein. Donc chacun a ses salaires et on ne peut pas profiter du salaire de l'autre. Et enfin, dernier inconvénient aussi, c'est qu'en cas de décès, tout à l'heure, j'ai dit qu'en cas de décès, le conjoint survivant récupère la moitié des biens communs sans droit de succession. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'on récupère la moitié et ce sans droit de succession. Alors que avec le régime de séparation, on garde sa part à soi de biens propres, mais les biens propres de la personne qui est morte, eh bien, on n'en garde qu'un quart en pleine propriété. Donc c'est beaucoup moins que la moitié de toute la communauté. Ensuite, deux autres régimes qui sont un peu moins connus, mais c'est quand même bien de savoir de quoi ça parle. Le régime de la communauté universelle. Alors ce régime, il faut savoir que c'est plutôt un régime qui est choisi dans un second temps par des personnes âgées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été marié au régime légal, eh bien, on va vouloir passer par ce régime de la communauté universelle pour vraiment mettre en commun tous les biens propres qu'on pouvait avoir d'avant le mariage, tous les biens propres qu'on a pu avoir en réemploi au cours du mariage, en déclarant au notaire. Tout va devenir commun, d'accord ? La communauté universelle, tout devient commun. Donc c'est un choix que peuvent faire des époux. Comme ça, en cas de décès, eh bien, tout revient au conjoint survivant au lieu de seulement la moitié. Vous vous rappelez, normalement, c'est seulement la moitié qui revient au conjoint survivant. Dans ce cas-là, tous les biens communs reviendront au conjoint survivant et ce, sans droit de succession à payer. Donc c'est très 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 intéressant quand eh bien, on veut pouvoir tout donner à son conjoint et pas forcément à ses enfants. Et ben, ça permet du coup de pouvoir transmettre sans avoir à payer de droits de succession. À savoir quand même qu'on peut exclure quelques biens qu'on veut garder en propre. Voilà, c'est pas non plus hyper rigide. Attention, par contre, il vaut mieux pas faire ça quand on exerce une activité commerciale, parce que s'il y a un problème et qu'il y a une saisie, eh ben on peut aussi saisir tous les biens communs, donc ça peut être des trucs importants. Enfin, deuxième et dernier régime à connaître, c'est toujours bien de savoir ce que c'est le régime de la participation aux acquis. Franchement, je pense pas qu'il y ait ça dans le BTS, mais bon, c'est toujours bien de savoir ce que c'est. Donc le principe est très simple, en fait, on va avoir les avantages de la séparation des biens pendant le mariage, et en cas de divorce, il va y avoir les avantages de la communauté légale. C'est-à-dire que pendant tout le mariage, sous le régime de la participation aux acquis, on va faire comme s'il n'y avait que des biens propres, donc comme un régime de séparation des biens. D'accord ? Et une fois qu'on arrive à la fin du mariage, que les époux veulent divorcer, eh bien chacun gardera la moitié des biens, donc la moitié des enrichissements réalisés par l'autre au cours du mariage. Donc vous voyez ce concept de couper en deux ce qui a été fait pour le récupérer, ben, du coup c'est un peu ça. Donc pendant tout le mariage, séparation des biens, au moment du divorce, un peu communauté légale parce que eh bien, on récupère la moitié des enrichissements.